L'idée, c'est donc de vous parler de l'ubérisation de l'État. On est tous les deux ici pour aborder cette thématique. Jérôme Falerne, qui représente l'ARS et qui va nous parler de cette vision de l'ubérisation de l'État à travers les outils d'e-santé, et moi-même, Jean-Christophe Zerbini, qui suis le directeur du GRAD, des groupements régional d'appui au développement de l'e-santé. Donc on fait la promotion des outils sur le terrain d'e-santé. On va vous parler de tout ça. On a 30 minutes avec un format qui est vraiment très cadré, puisqu'en fait on a 30 minutes et c'est le seul cadre qu'on a. Donc on va vous parler de tout ça, on échangera, on va parler de plein de concepts, et n'hésitez pas, si vous avez des points, on essaie de faire quelque chose d'assez interactif. Jérôme ? Oui, c'est ça. Bon, moi, je vais vous le dire directement, je suis pas à l'aise avec ce mot, d'ubérisation, pas du tout. C'est un sujet, bon, je représente quand même l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire le ministère de la Santé, l'État. Bon, on est dans des logiques qui étaient fortement administratives, donc bon, c'est pas moi qui ai choisi le titre, hein. Je l'assume, hein. Non, voilà, j'ai fait exprès parce que je me suis dit comme ça va le faire réagir. Et alors ubériser l'État, voilà. Ubériser l'État, moi, bon. Après j'ai regardé du coup. J'ai pris mon ami Wikipédia, j'ai regardé un petit peu Uber, qu'est-ce que c'était. Bon, j'ai enlevé les traductions en allemand et des trucs comme ça, les prénoms. Et donc finalement j'ai un peu changé d'avis quand même. Donc je suis venu ce matin du coup. Merci pour ça. Je me suis dit à manger. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu d'Uber ? Qu'est-ce que j'ai retenu du modèle Uber ? Alors attention, c'est sous toute réserve, hein, parce que j'ai regardé ça hier soir rapidement, oui, un peu tard. J'aime bien le vin rouge, donc du coup, ça a été un peu compliqué. Alors Uber, moi j'ai retenu quand même, si on doit appliquer un certain nombre de principes d'Uber dans le monde de la santé, que peut-être effectivement, ce côté, on s'intéresse avant tout à l'usager. L'usager, nous on dirait peut-être le patient, mais aussi l'usager des services numériques. T'en as toi des services numériques avec des usagers ? Il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns quand même. Heureusement. Bon, historiquement d'ailleurs, on en a quelques-uns. Bon. Donc du coup, je me suis dit ça, cette vision centrée autour de l'usager, cette manière d'inspirer de la confiance, hein, puisque dans Uber j'ai appris, je suis pas du tout utilisateur, et j'avoue, ni des taxis d'ailleurs. Donc si vous avez j'ai pas du tout d'action ni d'un côté ni de l'autre, mais j'ai découvert qu'on pouvait noter les chauffeurs, et que du coup, à travers le fait qu'on note, les chauffeurs notent, tout ça, ça donne un espace de confiance qui permet finalement qu'il y ait de plus en plus d'usagers, qui aient moins peur d'utiliser les services, et que ça marchait plutôt pas mal. Donc je me suis dit, ça c'est quand même un truc, nous aujourd'hui, on a quand même, certes, des services qui ont de l'usage, et quelques-uns qui n'en ont pas. Quelques-uns qui n'en ont pas du tout. Quand on les utilise, ça m'arrive rarement. Mais bon, en tant que financeur, de temps en temps, heureusement, d'accord, ouais. De temps en temps, j'essaie de les utiliser. Bon, il y en a quelques-uns, on comprend vite pourquoi ils sont pas utilisés. Et donc, du coup, je me dis, ça serait quand même pas mal si, l'utilisateur était plus intégré. A priori, Uber, ils ont pas fait ça dans leur coin, ils ont travaillé, ils avaient une expérience eux-mêmes. Bon, premier point. Deuxième point, a priori, ils sont pas partis de zéro. Moi, j'ai été étonné parce que moi, j'ai l'habitude qu'on me dise il faut qu'on fasse notre référentiel des utilisateurs, notre référentiel des professionnels, identifiant, il n'y en a pas, on va créer le nôtre. Et puis après, quand je dis mais ça pourrait communiquer, on me dit non, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai entendu ce matin Dominique Pont qui dit que dans Ma Santé 2022, il s'attaque à ça, avec un certain nombre de référentiels qui seront opposables nationalement. Donc je me dis, ça nous rapproche du modèle en plus, donc c'est quand même pas mal. Et sur la question de confiance, alors là par contre, je suis un peu sec là. La confiance, ça se construit à partir du moment où tu es fiable. Donc tu es fiable, tu donnes des services à dispo, et si ça marche et qu'ils rentrent dans une certaine logique, alors la confiance elle s'établit. D'accord, ouais. Et du coup, on ferait plus tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous, la puissance publique. Et bien alors justement, c'est ça l'idée. C'est que les choses, elles changent. Elles changent doucement. Je vais te prendre la parole parce que je te connais, tu vas me bouffer les 30 minutes et moi je vais rien dire. Hein, j'étais parti là. Mais je sais que tu es parti. C'est pour... 2 va quand même non, justement. Non, donc je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ça l'idée. C'est que la parole, elle s'est libérée depuis Dominique Pont, tout ce qui se passe au niveau national. On se rend compte quand même que maintenant, on peut le dire sans être trop critiqué, qu'on est à la bourre complète sur la santé. On est complètement en retard. C'était intéressant ce matin avec les autres pays qu'on a pu voir, Bénin, États-Unis, Suisse, comme quoi d'autres pays
ont d'autres modèles et avancent à un rythme différent que le nôtre. Donc là, on peut enfin faire ce constat partagé que de dire finalement, ça avance pas si vite que ça, quoi. Ça avance pas si vite que ça, et comment on peut faire pour que ça avance si rapidement. Moi, c'est intéressant parce que sur le terrain, donc, nous, on est l'opérateur, on est l'intégrateur, on met en place des solutions d'e-santé, et on a deux types de commanditaires. On a le terrain, les utilisateurs que vous pouvez représenter, les professionnels donc, et les pouvoirs publics représentés en région par l'ARS. Donc on a des commandes qui nous arrivent en disant il faut que vous développiez ça, hein. Il faut des outils socles, il faut des outils pour faire la télémédecine, il faut des outils. Bon, super, donc nous on prend ces commandes, et en gros, entre 12 et 18 mois après, on arrive super content. Parce qu'on est super content, on a fait du super boulot, tout le monde a transpiré, on dit regardez ce qu'on a fait, on a fait des super outils de télémédecine, sauf que c'était il y a 18 mois. Donc entre 18 mois, bon, dans l'informatique, vous savez que ça représente à peu près un quart de siècle, donc ce qui se passe, c'est que les technos ont avancé, les utilisateurs, ils nous ont pas attendu tant que ça, et donc finalement, les usages, ils se créent pas autour de nos solutions. Donc, le financeur que tu représentes. Oui. Moi, je crie. Et voilà. Eh oui, moi je crie. J'ai un tempérament sanguin, il faut le savoir. Hein. Donc non, on est rarement satisfait. Satisfait. Donc on passe notre temps à s'engueuler. Voilà. On passe notre temps à s'engueuler parce que mais qu'est-ce que vous développez, mais qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites dans ce mouvement ? Il n'y a pas d'usage et vous êtes de plus en plus. Et les usages qui existent à côté, ils ont quand même des limites aussi. Hein. Ils ont des limites par rapport aux outils, par rapport à leur évolutivité. Donc on n'est pas content non plus. Et par rapport à l'interopérabilité. Ce fameux mot où en fait on espère tous qu'il se passe quelque chose et que tous ces outils communiquent entre eux. Bon, on est d'accord. Là, donc, on est revenu au point de départ. On devrait s'arrêter là parce que pour le coup, on est d'accord. Ouais, on peut s'arrêter là. Ouais, bon. Non, parce qu'on va pas s'arrêter là. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que en fait, au bout d'un moment, ce modèle de production de services que l'on met en avant à travers ces commandes dont on vient de vous parler, qui sont financées encore une fois par les fonds publics, on commence à atteindre les limites. Et donc, pour sortir de ce modèle de production où mes équipes travaillent à mettre en place des solutions de e-santé à disposition des professionnels, l'idée c'est de passer à un nouveau modèle qui est un modèle plutôt de diffusion. Diffusion à travers donc, ce qui est porté à travers Ma Santé 2022, qui est une idée de mettre à disposition à travers donc un App Store, un magasin d'applications, des applications qui seront donc diffusées avec donc dans deux domaines que vous avez donc dû entendre parler, dont vous avez entendu parler sur Ma Santé 2022, que sont l'ENS, donc là on est usager, on est patient, on est citoyen, et de l'autre côté le bouquet de services pro. Donc on va avoir deux environnements dans lesquels on va pouvoir diffuser des applications qui ne seront pas obligatoirement produites par les services publics, mais qui seront plutôt identifiées. Donc notre boulot il va changer. En fait on va identifier. Il va falloir qualifier, puisque si on fait rentrer ces applications dans un domaine de diffusion, il va falloir les qualifier. Alors comment on va les qualifier ? Ça va coûter cher, ça ? Ouais, c'est ça, c'est toujours la question. Est-ce que ça va coûter cher ? À chaque fois, est-ce que ça va coûter cher ? Combien ? Bien sûr que ça va coûter cher, mais si tu veux gagner, il faut jouer. Attendez à la réponse. C'est toujours la même. Donc il faut jouer. Donc si on joue là-dessus, et on a la chance d'être un POC, on fait une expérimentation pour le national en région Occitanie, ça va être donc de mettre en place un cadre de labellisation. Un cadre de labellisation, il faut le voir comme une espèce de SaaS, en fait, qui va permettre d'identifier des applications sur le terrain, des services, des outils informatiques, les faire passer dans ce SaaS pour mettre un coup de tampon, ou pas d'ailleurs, pour leur donner accès à une diffusion à travers l'App Store, orienté citoyen, orienté professionnel. Donc voilà ce qu'on est en train de construire, c'est un cadre de labellisation qui va nous permettre de s'assurer quoi ? Que, techniquement, ce que tu voulais absolument, c'est-à-dire l'interop. Ah oui, moi ça c'est mon maître mot. Hein. Interop. À chaque fois, il me dit, est-ce que ça communique ? Mais il a raison, puisque c'est ça l'histoire. Si je rentre dans un silo, c'est quand même dommage. Donc l'histoire, c'est ça, c'est de se dire, on s'assure que les applications que vous produisez, que les startups produisent, on arrive aux startups publiques, privées, les hôpitaux, tout le monde, tous ceux qui ont des initiatives qui peuvent contribuer à cette dynamique autour de l'e-santé, on les fait passer dans ce SaaS, on s'assure donc que techniquement c'est compatible et que d'un point de vue éthique, je pense que ce matin ça a été quand même largement insisté par tout le monde. Humanisme, l'éthique. Exactement. Et donc du coup ça aussi, l'idée c'est ça. Vous allez vous occuper de ça. L'idée c'est qu'on arrive à qualifier ces applications pour ensuite les diffuser à travers le store d'applications. Et à La Réunion, là, il y a nos amis, ils feront pareil dans leur région ? Ah ben La Réunion, l'idée c'est que si on est POC national, c'est qu'après on leur fait une petite valise, on leur envoie, ou alors je vous amènerai peut-être, et on leur donne. Oui, et ça va coûter cher. Ils auront accès. Pour toutes les régions auront accès à ce cadre de labellisation. Ah, d'accord. Et du coup, il y aura un tampon Occitanie, quoi. Le truc est labellisé Occitanie, puis à côté labellisé Océan Indien. Voilà. Si on fait ça, il y a des industriels là. Oui. Ils doivent prendre peur là. Enfin, remarquez, le Tour de France, c'est à la mode, hein. Tout le monde en fait, mais.
Ah. Parler d'ubérisation, il a dit que ce qu'il voulait, c'était défendre la doctrine de l'État plateforme, ce qui n'a rien à voir avec l'ubérisation. Et bien justement, on y arrive. Il nous bouffe la conclusion. Ah ouais. Il a piqué les notes. Il nous bouffe la conclusion. Tes fiches. Il les a récupérées. Il travaille pour qui déjà? Et voilà, c'est ça. Vous nous bouffez la conclusion, merci. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de ne pas faire des tampons Occitanie, Bretagne, Océan Indien. L'idée, c'est de faire quelque chose pour le national. Donc, l'idée, c'est effectivement de travailler alors en mode pilote, pour demain donner à distribution, à travers une validation du national, donner à distribution ce label. Alors effectivement, si on va jusque-là, parce que c'est intéressant quand même votre remarque sur ce point-là, l'idée de l'ubérisation, elle est où dans tout ça? Je pense que Jérôme, il a bien mis en avant, à travers ce qu'il a pu étudier tardivement sur Wikipédia. Je sais, c'est mon financeur, je peux pas trop... et donc, je pense qu'il a touché du doigt tout ça, c'est-à-dire que dans l'ubérisation, il y a plusieurs domaines. Il y a déjà le domaine de la métaplateforme. Et là, je pense par contre, contrairement à ce que vous dites, que Dominique Pont, Laura Letourneau sont très orientés sur un État plateforme. Ils veulent une façon de pouvoir se positionner l'État en tant que méta-plateforme, c'est-à-dire une plateforme qui va profiter de l'agilité des startups pour être capable de s'adapter, de diffuser, de proposer rapidement en fait aux utilisateurs qui, là, eux aussi auront la main sur les applications. Et c'est toute la différence par rapport à ce qu'on entendait avant d'un État qui disait il faut absolument travailler sur les maladies chroniques et point barre. Vous devez faire ça. Alors, je caricature bien sûr, mais il faut aller dans ce sens-là. Là, l'idée, elle est différente. C'est proposons un environnement, un contenant, pas le contenu, un contenant qui sera capable d'accueillir des applications qui seront ou pas acceptées par les utilisateurs. Donc du coup, c'est vrai que pour les industriels, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que on va proposer des applications qui seront ou pas acceptées, donc en fonction du modèle économique, en fonction de l'ergonomie, en fonction de la fonctionnalité apportée, l'interop, mais même jusqu'à la montre. Est-ce que c'est interopérable avec ma montre, des choses comme ça. Tout ça change un peu le modèle, la façon de travailler dans l'e-santé. Donc je pense que c'était encore insisté ce matin par Dominique Bon, c'est un engagement collectif qu'il faut avoir, mais collectif à travers les pouvoirs publics, financeurs, opérateurs, les industriels, les citoyens. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on arrive à tendre collectivement. En tout cas, on a un périmètre qui est posé. Moi, ce que j'ai noté, c'est que pour la première fois, on sait ce qui est attendu des pouvoirs publics et on sait ce qui va être attendu de l'écosystème industriel. Donc chacun va avoir les règles du jeu, elles seront clairement écrites, a priori. J'ai entendu parler d'un cadre d'interop, d'un cadre d'urbanisation, un cadre de labellisation. Qui est rentré dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que maintenant, le cadre d'interop est opposable. Opposable, ça veut dire que les industriels devront développer d'une certaine manière des applications qui soient compatibles avec les règles de communication, de transport d'informations et de... Dis-moi, je t'interromps parce que tu es parti pour parler une demi-heure là. Non, en région Occitanie, oui, on en a des services SOC, nous? Alors, moi, je croyais qu'on en avait quand même. Hein. Je le vends depuis des années, moi, qu'on en a des services SOC. Alors, on a des référentiels. Hier, j'ai eu mal quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Oui, on a des référentiels. Alors, les référentiels, toi, c'est quoi le service SOC? Parce que finalement, on en parle, mais peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. Peut-être ça va parler à monsieur. On parle de référentiels quand on parle d'annuaire. Dans un premier temps, un annuaire, donc ça va être un endroit où on va stocker des informations sur des professionnels de santé, d'un côté, les patients de l'autre, l'offre de soins par ailleurs, donc des environnements où on va référencer l'information. Alors, toujours pareil, si on le fait au niveau régional, c'est super, parce que ça commence à colliger l'information en un point unique, mais il faut avoir cette logique de travailler avec le national pour pouvoir, à terme, plutôt avoir une unicité d'instances informatiques qui gèrent tout ça. Mais ça, c'est le Saint Graal, quoi. On va y aller doucement et on participe à cette dynamique nationale. Donc le socle technologique, il est fait de référentiels, mais aussi d'outils qui savent transporter l'information d'un endroit à un autre pour pouvoir après la distribuer sur les différentes applications. T'as compris ou pas ? J'ai compris, mais t'as pas répondu à ma question. Ah bah si. La question c'était est-ce qu'on en a en Occitanie? Ah oui, c'est pas con. Eh oui. Non, t'as raison. T'as raison en fait. Non, mais c'est la facilité. Ouais, c'est vrai. Hein? Alors est-ce qu'on en a nous? Alors oui, on en a puisqu'on a un répertoire opérationnel des ressources qui tourne. On a un serveur régional d'identité qui prend forme. On ne peut pas dire qu'il soit pour l'instant... Ah oui, mais alors M. Pons, ce matin, il a dit les serveurs régionaux de rapprochement d'identité, c'est pas bien, il faut l'identifier en national. C'est ça. Moi, je l'ai financé il y a 2 ans.
Alors, j'ai un peu les boules. Oui, parce que pour le coup, ça. Enfin, je l'ai financé. Vous l'avez financé, enfin, en tout cas. Mais ça a permis quand même d'initier une réflexion. Alors, on est lent. De toute façon, il l'a dit ce matin. On est lent. On est à la vitesse de la tectonique des plaques. Donc ça, on le sait bien. On avance. Ce qui a été financé il y a 2 ans, effectivement, au lieu d'avoir un retour sur investissement qui est rapide, immédiat, il est à plus long terme. C'est comme ça. Pour autant, on est, je pense, dans cette bonne dynamique de dire, on construit ces informations-là pour encore une fois alimenter le national à terme, quoi. D'accord. Moi, je comprends mieux. Et tout ça, donc, du coup, c'est l'état plateforme, quoi. C'est pas ubérisé. Pour revenir sur le débat initial. Ubérisé, c'est justement les différents concepts que de dire proposer un contenant, pas un contenu, proposer un environnement technologique où l'État pourrait bénéficier de toute cette agilité, cette richesse de fonctionnalités proposées dans les dynamiques proposées par des startups qui sont capables de produire rapidement. Donc c'est toute la difficulté quand on dit ubériser l'État, c'est-à-dire qu'il va falloir que... alors il y a le respect de la commande publique, mais il va falloir réussir à être rapide dans la diffusion. Parce qu'une startup qui vient nous voir, qui nous dit tiens j'ai un outil qu'elle a développé en 6 mois parce qu'ils vont vite, elle passe dans le sas de la labellisation, super, c'est compatible éthiquement, c'est compatible techniquement, super, c'est bon. Si on met 1 an et demi à la diffuser, et finalement tout ce qu'on aura fait, ça n'aurait servi pas à grand chose. Donc l'idée c'est bien ça. C'était rapide. Mais j'aimerais bien. Tu as dit en 12 mois tout est fait. Donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour diffuser et trouver un modèle économique. Alors c'est là où il va y avoir un lien important et un échange important à avoir avec les industriels, mais aussi avec les financeurs, mettre autour de la table les CEPAM, les CEPAV, les mutuelles, l'État, pour trouver un modèle économique de diffusion qui permette de favoriser une diffusion rapide. Et rester dans ce rythme des startups. Alors il n'y a pas que les startups, les startups c'est une partie du paysage économique. Mais... Attends, parce que du coup je pense que j'en fais de l'ubérisation sans le savoir moi. Sur quoi à l'ARS on a monté un comité de convergence. On a appelé ça oui, l'ARS. C'est vrai, je vois très bien. Oui, c'est vrai que pour le coup c'était bien fait ça. Le comité de convergence, on a mis les industriels autour de la table. D'ailleurs j'en ai vu, il y en a quelques-uns, ils sont dans la pièce. Et du coup c'est très complémentaire ça. Mais dans le côté on facilite, on fait du lien. Bientôt, ils verront arriver des services socles, il faudra qu'on leur explique, il faudra venir s'interfacer avec la messagerie sécurisée, le ROR. T'as mis la première pierre. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc, comme quoi, les services de l'État, alors effectivement, ubériser État, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand même, ouais. Ça fait, mais on est dans cette logique où... Moi, j'ai pas bien dormi quand même. où finalement, les choses sont en train de se construire autour d'un État. Alors après, c'est, entre guillemets, c'est facile d'en parler là, mais trouver un moyen de bypasser, de passer à côté de magasins d'applications portés par Google, par Amazon, par Windows, par Microsoft. Bon, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc il y a peut-être des passages où il va falloir, encore une fois en étant humble sur l'approche, être capable de dire finalement on va peut-être utiliser dans un premier temps ces gros magasins d'applications portés par des GAFA ou une partie des GAFA pour ensuite essayer de tendre vers un modèle où effectivement l'État plateforme puisse être souverain en France. Il y a un pays qui a essayé pour l'instant, ça marche pas super, c'est la Chine. On voit très bien que c'est quand même assez compliqué et sur l'internet ou sur ces environnements-là, ils sont un petit peu isolés. Donc il va falloir trouver un modèle. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une cible. Et maintenant, le chemin pour accéder à cette cible, je pense que le national, à travers Dominique laisse la place aux régions. Un peu. Laisse la place aux régions. Eh ben, écoute, très bien, à la bonne heure. Hein. À la bonne heure. Je pense que là, il y a des... Ça doit quand même... Non, il va y avoir des questions. Là, maintenant, c'est maintenant la question. Moi, j'en ai un peu peur. Ça, Yann. Donc là, je crois que c'est le moment où je te laisse. Ah ouais. Non. On n'avait pas dit ça. Regarde, on est bien là. Regarde, 20-25. Bon, allez, nickel. Alors, allez-y. Les questions, si vous en avez. On va passer aux questions. Alors, juste avant de passer aux questions, je voulais vraiment remercier Jean-Christophe Zerbini et Jérôme Falerne. Ça s'est préparé très très rapidement cette session. Hein. Ça s'est pas vu. Et nous, on a un slogan. Hein, c'est une autre approche de l'e-santé. Je pense par rapport en fait au format de la conférence, à la liberté de ton, on est en plein dedans. Donc, je voulais vraiment les remercier. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était un exercice qui était pas simple parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le préparer et tout ça s'est fait un peu rapidement et quand on sait des fois les difficultés qu'on a pour organiser des sessions. Donc merci beaucoup. Je suppose qu'il y a des questions. Alors qui va dégainer le premier ? La dame là-bas, voilà. Bonjour, donc vous êtes sans doute, vous n'ignorez pas que la Haute Autorité de Santé est en train de faire une évaluation médico-économique d'un certain nombre de dispositifs en télémédecine et d'autres. Est-ce que vous avez prévu d'interagir avec cette autre commission de la HAS
et de faire un rapprochement, puisque toutes les startups ou les entreprises qui développent des solutions qui vont être labellisées, est-ce qu'elles n'auraient pas aussi intérêt à être prescreenées ou en tout cas évaluées par la HAS pour ne pas créer encore une instance de plus? Bien sûr, effectivement. Tout à l'heure, Jérôme disait que finalement, cette stratégie nationale laissait la place au régional pour pouvoir s'exprimer, remonter finalement du terrain, des idées, des concepts, des constats pour alimenter la réflexion. C'est exactement ce qui se passe en ce moment à travers le POC qu'on réalise sur la labellisation et avec l'avantage d'avoir des personnes nationales, en l'occurrence Laura Letourneau et Dominique Pont, qui nous envoient aussi vers d'autres agences, vers d'autres instances. Ce qu'on fait là en région Occitanie, il est là pour, encore une fois, être généralisé sur le cadre national. Donc il s'assure que ce qu'on fait là, en termes de réflexion, d'organisation, de cible, soit bien réfléchi en coordonnée avec les initiatives d'autres régions, d'autres instances. Et donc, du coup, on est en lien. Donc, alors, on a le CNUM, le Conseil national du numérique, qui nous accompagne et qui fait médiateur autour de tout ça. Tout à l'heure, je vous parlais de réunions qui allaient nous permettre de mettre autour de la table les différents financeurs pour envisager un modèle économique de diffusion des applications. C'est eux qui nous accompagnent là-dessus. On a effectivement prévu, avec la HAS, on a une réunion qui est prévue là-dessus et ils vont être intégrés dans la réflexion par rapport à l'ensemble des préconisations qui sont sorties il y a une semaine, je crois, une semaine ou deux, quelque chose comme ça, sur l'impact que peut avoir aussi une application. Et en fait, cette réflexion qui a été portée par l'HAS va nous permettre d'alimenter, il parle d'une matrice aussi, et l'intérêt médical, ça va nous permettre d'alimenter la réflexion sur le modèle économique. Non pas pour le cadre de labellisation, parce que celui-là, il est quand même assez clair, on est assez clair sur comment on peut le monter, mais surtout pour l'impact médical ou de prise en charge pour évaluer le modèle de financement associé. Moi j'ai une question complémentaire, puis après il y a le monsieur, je crois qu'il y a une question. C'est que tout à l'heure, là, j'ai participé à un atelier, c'était monsieur Delaporte, madame Lafisse, monsieur Labrunet, bon je sais pas s'ils sont peut-être pas tous là. C'était le CHU de Toulouse qui portait, ils ont dit qu'ils allaient labelliser eux aussi. Alors c'est vrai que moi il va falloir quand même qu'on arrive à se coordonner à l'échelle de la région, parce que si tout le monde labellise, il faut soigner les patients quoi, de temps en temps. Ouais, il faut qu'on soigne les patients. C'est toujours ça, à la fin il y a le patient. Non, mais j'adore ça. C'est une vraie inquiétude. Alors effectivement... là l'ARS peut peut-être faire un... Peut-être oui, mais alors, je ne sais pas si on a besoin de médiateur, hein, Nicolas, je pense pas, mais Nicolas Delaporte, qui est le DSIO du CHU de Toulouse, on a effectivement des clients, des gros clients qui ont un poids différent sur la région, et le CHU de Toulouse en fait partie. On s'accorde justement à essayer de mettre de l'énergie ensemble pour accéder ensemble à des cibles qui seront effectivement dans une optique patient-centrique. Et donc du coup, voilà, on travaille ensemble, il y a des initiatives. L'idée, c'est pas de tuer l'initiative. S'il y a des initiatives, voilà, et c'est comme ça que fait Dominique Pont sur le terrain, c'est de réussir à mettre en relation et profiter des énergies de chacun pour avancer plus rapidement. Très bien, j'ai des questions. C'était le monsieur d'abord. Là, pardon. Donc question courte. Réponse courte, qu'on ait un maximum de gens qui puissent poser leurs questions. Oui, bonjour, je fais partie de ce que vous avez appelé les industriels, et en fait, si le modèle me paraît assez clair, il y a une partie qui ne l'est pas complètement, c'est comment on va passer le sas de labellisation en fait. Vous avez dit le cadre, il est plutôt clair, vous l'apprenez bien, comment on partage ça ? Alors, effectivement, là, le cadre, il est clair parce que on a déjà, alors vous connaissez le cadre de la commande publique, on a contractualisé avec tous les structures de conseil qui nous accompagnent pour poser tout ça. On a Ernst & Young qui nous aide à poser le cadre de la labellisation, donc comment ça va être organisé, les processus, le nombre de personnes. On a une autre société, Biconsulting, qui nous aide à poser un cadre d'urbanisation et un guide d'interopérabilité qui est en cours de finalisation. Le guide d'interop, l'idée, c'est de vous le diffuser très rapidement, pour que vous sachiez que si vous voulez parler, tout à l'heure on parlait des référentiels, vous me demandez ce qu'était un référentiel. Si vous voulez parler à un annuaire, il faut que on vous dise c'est du LDAP V3, qu'il est sur telle adresse, et que si vous cherchez le nom, le prénom, le sexe, machin, ce sera sur tel et tel type d'attribut que vous trouverez dans l'annuaire LDAP. En gros, c'est vous donner les règles pour que dans les gènes de vos solutions, au niveau du code, vous puissiez être capable d'aller pointer sur nos référentiels régionaux pour favoriser cette mutualisation, cet échange d'informations au niveau
niveau régional et à terme au niveau national. Donc ça, c'est la partie technique. Donc technique, pour résumer, en gros, ça va être un document. Voilà les règles pour discuter. Point barre. Après, on mettra en place de façon très pratique un bac à sable, c'est-à-dire un environnement technologique qui vous sera dédié. Vous prenez votre appli, vous la mettez dedans, vous faites tous les liens qui vont bien, vous essayez, ça marche pas, mais il faut essayer que ça marche. Et ça, c'est fait. Bon, ça, c'est la partie technique. Pas trop dur. Pas trop dur. Il y a quand même des modifs ou pas à faire. Éthique, d'un point de vue éthique, dans la partie éthique, ça va être décliné sur la partie sécu, RGPD et éthique au sens théorétique du terme. Et là, on aura plutôt une solution plutôt déclarative où on va arriver sur un environnement déclaratif avec un nombre d'items, obligatoire, pas obligatoire, qui vous permettront de dire oui, effectivement, on ne revend pas nos données anonymisées à des Chinois, on fait pas si on fait de l'intelligence artificielle, elle est bienveillante. Donc voilà, les trucs je vous le dis avec un peu d'humour, mais dans les faits, ça va quand même être structurant pour être capable de dire finalement, techniquement, c'est bon, on a des logs, on voit que vous avez déclaré le fait que votre appli, elle est interopérable. Éthiquement, vous avez déclaré des choses, super, poum, un coup de tampon. Voilà. Une question ici, monsieur ? Oui, moi j'interviens en tant que citoyen. C'est vrai que j'utilise mon téléphone pour commander des pizzas, prendre un taxi ou écouter la musique, mais ce que j'attends de l'État en tant que citoyen, c'est que sur les missions régaliennes que sont la santé, l'impôt, le droit, etc., c'est qu'il y ait des investissements lourds. Alors, regardez la DGFI, par exemple, ils sont très organisés en investissement informatique pour que la perception de l'impôt et la collection de l'impôt soit efficace. Est-ce qu'on n'a pas peur, qu'on ne peut pas avoir peur que ce détournement vers les start-upers, l'agrégation de services comme ça mis à disposition, détourne finalement aussi la nécessité d'investir sur des outils structurels profonds, lourds, sur la production, l'organisation des soins, etc. C'est un peu le volet qui manque, si vous voulez, dans le projet Ma Santé 2022, tel que je l'ai perçu en tant que simple citoyen. Alors, en quelques années, je prends la parole à la fois pour respecter les temps de parole respectifs, mais aussi et surtout parce que j'ai un peu plus d'ancienneté que Jean-Christophe sur le sujet. Moi, je suis depuis 2014 là, au niveau régional. J'ai vécu la première phase, c'était le cadre commun des projets de e-santé de la ZIP. C'est un catalogue, quoi. Il y en avait 10, 15, il fallait que toutes les régions déploient 10, 15. Là, Ma Santé 2022, 4 services socles. DMP, aide-moi là, e-parcours, e-prescription et la MS Santé. Bon, donc je pense qu'il faut aussi, Dominique Pont a insisté au début, il n'avait pas trop le choix, la Chine et les États-Unis venaient de dire ce qu'ils avaient fait, lui, il n'allait pas dire, nous en France, voilà, on s'invite dans le concert des nations, on arrive, tagada boum boum. Non, il a dit l'humilité. Je crois que, voilà, l'humilité, on doit l'avoir à notre niveau aussi. Est-ce qu'on a vraiment réussi à déployer 4 services SOC sur une région comme l'Occitanie avec 2 groupements qui existaient? Techniquement, oui, on a des machins qui tournent sur des serveurs, quoi. Après, en termes d'usage, c'est quand même plus compliqué. Donc, moi, je vois ça non pas comme un désengagement de l'État, mais plutôt comme une focalisation des ressources qui sont forcément limitées vers des sujets qui vont permettre que les innovations qui sortent et qui sont déjà sorties, qui vont être adaptées, vont pouvoir être réellement utilisées dans le respect des usages que veulent en faire les professionnels et les patients. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous allez voir un professionnel, par exemple, qui utilise la messagerie sécurisée Medimail. Alors, dans notre région, c'est le grand motif de fierté. On a une messagerie sécurisée, il y a des usages et tout. Sauf que vous allez voir un professionnel de santé libérale dans son cabinet, il vous dit que cette messagerie sécurisée, elle n'est pas intégrée, il a besoin de l'ouvrir à part du reste. En gros, il n'est pas satisfait de l'expérience utilisateur qu'il a avec cette messagerie. Je ne sais pas si tu veux rajouter... Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Christophe, ça me fait plaisir. Je pense qu'on va démarrer une nouvelle lune de miel là. Parti comme on est. D'autres questions ? Il va falloir qu'on arrête. On va arrêter.